Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire de la semaine politique. Une semaine chargée. Où il s'est passé, folie. Ouais, beaucoup de choses. On a eu la reconnaissance de l'État de Palestine par la France à la tribune de l'ONU lundi. Dans un discours d'Emmanuel Macron. Il y a toujours les tractations de Sébastien Lecornu. Alors, il a rencontré cette semaine les syndicats qui ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation et on a l'impression qu'il ne va toujours pas arriver à composer un gouvernement de quelque nature que ce soit d'ailleurs. Et la dernière chose en date, et on commencera par là, c'est la condamnation de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Certes différé, mais il va aller en prison au moins pour quelques nuits, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen d'en sortir s'il dit qu'il est malade, qu'il est vieux ou que sais-je. Donc ça a quand même été le gros choc, entre guillemets, de cette semaine. Juste pour remettre quand même en perspective la nature de choc, moi j'ai écouté France Inter jeudi matin et j'ai lu Le Monde qui parlait en fait de ce jugement qui allait venir. Les deux, et sur France Inter et dans l'article du Monde, ils excluaient, mais quasi de façon catégorique, le fait qu'il puisse y avoir mandat de dépôt. Ah bon ? Ah oui. Genre, l'article du Monde qui traitait ça en amont, hein, vraiment disait, genre, il y a peu de chances. C'est un métier dangereux, journaliste. Exactement. Et de la même manière, sur France Inter, donc c'était abordé, mais c'était vraiment de l'ordre de, l'exceptionnel, et ça n'arrivera pas, etc. Manque de peau pour Nicolas Sarkozy, il y a eu mandat de dépôt. Alors, pour résumer, pour moi, les deux... après, je te laisserai la parole sur comment est-ce que... qu'est-ce que ça crée, en fait, dans notre démocratie, dans notre République, qu'un ancien président de la République aille dormir en prison, et le rapport à la fois à la justice et à la politique. Mais il y a quand même deux choses dans le jugement, trois. La première, c'est qu'il a été mis hors de cause, notamment des autres chefs d'accusation et du financement illégal de campagne électorale, ce pourquoi il était aussi accusé. Ça, le tribunal a dit non, ça on ne prend pas en compte, et il a été condamné pour association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, il y a beaucoup de gens à gauche comme à droite qui trouvent que c'est pas ok en fait d'être condamné pour association de malfaiteurs, parce que pour le faire simple, c'est en gros un faisceau d'indices, la réunion d'éléments probants qui font que à un moment on peut considérer que il est condamnable en l'espèce. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas... ce qui a été jugé, c'est de dire à un moment, Nicolas Sarkozy, avec ses amis Guéant et compagnie, ils ont eu pour ambition de prendre de l'argent libyen et de financer la campagne présidentielle à venir de 2007, mais il n'y a pas d'éléments qui montrent que véritablement il y a eu un financement de cette campagne de 2007. Ce qui est important, ça c'est association de malfaiteurs. Et donc à droite ils disent c'est scandaleux parce que c'est de la justice sans preuve, et à gauche, notamment par exemple Raphaël Kempf, qui est un avocat de gauche, qui s'est même présenté sous la bannière insoumise à Paris aux dernières élections législatives. Raphaël Kempf, lui, il dit de toute façon, c'est bien une preuve que association de malfaiteurs, il faut l'enlever du code pénal. Parce que lui, il le voit depuis son prisme, où il défend beaucoup, notamment de trafiquants de drogue et de gens accusés de terrorisme, et que ça m'a été redit dans la midinale que j'ai faite vendredi avec Evelyne Sirmarin, qui est magistrate. C'est une notion un peu fourre-tout, association de malfaiteurs, et parfois, en gros, on condamne des gens qui connaissent, ou d'ailleurs parfois n'ont même jamais rencontré un terroriste, et on condamne pour association de malfaiteurs, d'après Evelyne Sirmarin, de façon totalement ubuesque, quoi, sans que ça le mérite vraiment. Donc voilà, donc il y a cette double attaque sur association de malfaiteurs, et c'est d'ailleurs utilisé dans la défense de Nicolas Sarkozy. Et la deuxième chose, c'est le mandat de dépôt. Mandat de dépôt qui,
usuellement est utilisé par la justice pour empêcher la récidive immédiate. Par exemple, un pédocriminel qui est arrêté, s'il fait appel de sa première condamnation, le juge dit, vous êtes gentil, il va quand même dormir en tôle malgré son appel. Donc l'appel n'est pas suspensif. Ou pour éviter qu'il s'enfuit. Là, ou pour éviter qu'il y ait collusion avec les autres. Exactement, en vue de l'appel. Ouais. Exactement. Là, c'est pas tellement l'histoire de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, ce n'est pas la façon dont la présidente a motivé cette décision du mandat de dépôt. Ce qui a motivé sa décision, c'est le caractère exceptionnellement grave de ce qu'avait des faits dont était accusé Nicolas Sarkozy. En gros, elle a utilisé le mandat de dépôt, mais c'est possible, hein, c'est possible de le faire comme ça, c'est ce que m'a rappelé Evelyne Sirmarin. Elle a accru la sévérité de la peine en y associant un mandat de dépôt. Voilà c'est pour ça qu'elle a utilisé le mandat de dépôt. En tout cas, c'est l'interprétation qu'en fait Evelyne Sirmarin. Et là aussi, voilà, il y a beaucoup d'interrogations, et d'attaques, notamment de la droite, qui disent « Ah ben, pourquoi il y a un mandat de dépôt alors que c'est suspensif il y a une rupture de l'équité devant la loi parce que, en fait, vous avez quelqu'un, donc il a dit qu'il allait faire appel, donc Nicolas Sarkozy, présumé innocent, va dormir en prison, ce qui est un peu compliqué d'un point de vue théorique à comprendre. Mais voilà, ce sera le cas. J'en finirai sur la façon dont la droite notamment attaque depuis hier le moment du prononcé du jugement la justice et l'institution judiciaire, vraiment avec plus ou moins de virulence en fonction des différents acteurs, mais c'est vrai que c'est d'une violence. Enfin, genre, il dit, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy lui-même dit que c'est ceux qui le haïssent qui l'ont jugé. C'est-à-dire qu'il jette l'opprobre directement sur les juges qui ont prononcé sa peine. Ce qui, entre parenthèses, je le répète tout le temps, mais est condamné par le code pénal. On ne peut pas jeter l'opprobre ou le discrédit sur une chose jugée et sur ceux qui prennent cette décision. C'est dans le code pénal. Mais aujourd'hui, plus personne n'en a rien à faire. J'ai juste entendu, et je terminerai là-dessus, Clément Beaune, ce matin, dans les 4 vérités, donc, qui est le haut commissaire au plan. Ne l'oublions pas. Il est au commissaire au plan. C'est un macroniste. Non, au commissaire au plan, il reste, c'est l'administration, qui était invité des 4 vérités et qui lui a dit écoutez, moi je ne commande pas en fait une décision de justice. Et je pense que c'est la chose la plus sage à faire lorsqu'on est un responsable politique. Alors toute la gauche est sage? Non, alors pas toutes, parce que genre les socialistes par exemple et les écologistes, ils sont allés de leurs bons mots, alors c'est souvent plus des bons mots, parfois des blagues, concernant Nicolas Sarkozy. Il y en a qui sont un peu plus muets que les autres quand même et qu'on a l'habitude d'entendre de façon assez virulente, c'est la France Insoumise. J'ai cherché, alors là il est vendredi 15h, peut-être que genre il y a eu des tweets après ça, mais un vendredi 15h, Jean-Luc Mélenchon et les autres n'avaient toujours pas tweeté, alors que d'habitude ça y va, sur Nicolas Sarkozy, sur son jugement. Le truc c'est que comme eux, souvent, à leur endroit, dénoncent une lawfare, c'est-à-dire que l'arsenal juridique est utilisé pour silencier des oppositions. C'est ce qu'avait dénoncé Jean-Luc Mélenchon à son endroit il y a quelques années. Est-ce que là, il considère aussi que c'est de la lawfare à l'encontre de Nicolas Sarkozy? On ne sait pas, puisque genre, pour l'instant, ils n'ont pas pris la parole. Donc voilà. Mais il y a quand même une différence, parce que Marine Tondelier, Olivier Faure, etc., eux, ils y sont allés, ils ont dit des choses. Ils ont dit des choses? Oui. Marine Tondelier a fait une blague. C'est une blague, c'est pas dire des choses. Oui, mais bon, déjà... Le parti des honnêtes gens en mettant en photo Sarkozy et Fillon. Donc c'est une blague, c'est pour dire, contre, de quoi parlez-vous quand vous parlez d'honnêteté? Bon, Olivier Faure... C'est bien envoyé, mais
c'est pas une pensée quand même. Olivier Faure, lui, il a répondu dans une interview, il a répondu de façon très claire, il a dit, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a manqué de probité, et donc c'est pour ça qu'il est condamné, et il a dénoncé les attaques de la droite vis-à-vis de l'institution judiciaire. Il a rappelé ça, il s'est positionné par rapport au climat politique qui est le nôtre aujourd'hui. Bon, très bien, c'est la moindre des choses. Exactement. Moi, je me réjouis de voir que la France fait partie des pays qui voient la justice avancer et aller jusqu'à son terme et éventuellement condamner un ancien président de la République. On ne peut pas en dire autant de partout. Et par exemple, aux États-Unis, on sait que Donald Trump a bénéficié d'interventions de la Cour suprême pour lui épargner des peines et des jugements. Il y a eu le précédent de la justice brésilienne qui a condamné Bolsonaro. Donc voilà, je me dis, bah, tiens, on est du bon côté de l'histoire cette fois-ci, parce que bien que Nicolas Sarkozy ait bénéficié de son immunité en tant que président pendant le temps de l'exercice de son mandat, ensuite l'enquête a été conduite et elle a mis du temps, beaucoup trop de temps, mais elle a abouti finalement à ce procès qui a duré 4 mois et ce jugement. Alors il y a plein de sous-questions dans ce jugement. C'est évident que cette question de faire exécuter une peine avant que les recours soient aient été conduits jusqu'à leur terme, on en avait déjà parlé à propos de Marine Le Pen, ça me paraît vrai que c'est une question. Moi, je pense qu'il y a quand même un problème. Mais ce que je note, et on l'a écrit dans la newsletter, c'est que c'est le cas pour 1/4 des prisonniers français. Donc c'est quand même relativement banalisé, et ça l'est devenu aussi sur la pression de l'opinion publique, et de la droite l'a voté. Donc à voter cette évolution du droit en faveur de l'inéligibilité pour ce qui concerne Marine Le Pen, et puis pour que les peines, qu'il y a une exécution des peines avant que les recours soient purgés. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne suis pas d'accord ni pour Marine Le Pen, ni pour Nicolas Sarkozy, ni pour les 22 000 autres, sauf exception. Évidemment, quelqu'un qui est très dangereux pour sa compagne, par exemple, ça, je suis pour qu'on fasse en sorte de... Pour la violence à la personne. Voilà, on va dire ça. Globalement, je pense que la question aussi de ne pas permettre la collusion entre les personnes qui sont incriminées dans une même affaire, ça me paraît une question qui peut s'entendre. Bon, mais comme d'une façon générale, je suis plutôt pas tellement fan de la prison comme solution, que je ne crois pas être une solution en vérité. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il ne faut jamais mettre personne en prison, mais je ne suis pas tellement portée. Mais ceci étant, compte tenu de la situation globale de notre pays, l'idée que Nicolas Sarkozy, une fois encore, s'en tire sans une peine, même si ça va être relativement symbolique, parce qu'en fait ce qu'on a compris, c'est qu'il va aller en prison, il va y aller quelques jours, il va demander à être libéré et on va lui accorder sa libération parce qu'il a plus de 70 ans, pas parce qu'il est un ancien président. Et qu'en fait j'ai regardé ça un petit peu ce matin, en fait il y a très peu de prisonniers de plus de 70 ans qui restent incarcérés en prison, on les libère. Donc Nicolas Sarkozy va bénéficier de cela lui aussi, et ça me paraît bien normal. Mais ceci étant, il y a quand même un geste symbolique à envoyer au pays qui est personne n'est au-dessus des lois. Et même Nicolas Sarkozy, et en particulier, et ça je trouve que les attendus du jugement, de ce que j'en ai retenu, et je ne les ai pas lus, les 4000 pages, je les ai pas lus. 400. C'est 400 ? C'est 400, je crois que c'était 4000 pages. Enfin, ça a duré, en tout cas la lecture, voilà, ça a duré 3 heures, la lecture a duré 3 heures, mais j'avais compris qu'il y avait autre chose encore. Ou alors 4000 pages, c'est la totalité de toutes les pages du procès. Bon, enfin bref, en tout cas on s'en fout, je les ai pas lus. Donc c'est que ça a été aussi motivé par l'exceptionnelle gravité de ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy.
Voilà, c'est ça la vérité. C'est que, enfin, je veux dire, on a tous plus ou moins dans nos entourages, dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos familles, des gens qui ont eu affaire à la justice et voire à la prison. Franchement, pas beaucoup pour des choses aussi graves que Nicolas Sarkozy. Je veux dire, 50 millions pour interférer sur un scrutin, tuer un président étranger, déclencher une guerre, c'est quand même beaucoup, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, c'est pas possible qu'il s'en sorte, parce qu'à ce moment-là, on renvoie l'image d'une justice véritablement, ce qui lui est reproché, d'être pas complètement égale, puisqu'il y a des tas de gens, de jeunes qui vont en comparution immédiate, qui n'ont pas le temps de préparer leur défense et qui partent en prison illico presto. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose c'est très compliqué de savoir comment ça va tomber, l'appréciation par les Français de ça, parce qu'on découvre la gravité de ce qui a été fait, on se dit, mais alors attends, mais tout est truandé, quoi. C'est vraiment, vraiment grave, quoi, d'avoir... il obtient son élection en 2007, pas si largement que ça, mais grâce à des moyens considérables. Avec l'appui d'une puissance étrangère. Enfin, c'est incroyable, ce truc. Juste une chose, parce que tu as parlé de la guerre en Libye et de l'assassinat de Kadhafi. Ça, c'était pas dans le dossier, puisque précisément, au moment où Nicolas Sarkozy déclenche la guerre et que Kadhafi meurt, il est président de la République et qu'à ce moment-là, il bénéficie d'une immunité. Tous les faits qui lui sont reprochés, c'est entre 2005 et 2007, date de l'élection présidentielle. Ensuite, hop, il y a immunité, donc la justice ne peut pas enquêter sur ses agissements en tant que président de la République. C'est quand même important. Donc il n'y a pas de lien aujourd'hui qui a été établi par la justice entre ces financements et derrière la guerre qui a été menée en Libye. Alors on va attendre que ce soit les historiens qui fassent la clarté sur ce qui s'est passé, parce que personne ne croit qu'il n'y a pas de rapport entre cette affaire de financement de sa campagne, la réception honteuse qui a été faite à Kadhafi, le fait qu'on imaginait lui donner l'énergie nucléaire, et le fait que finalement, changement de projet, hop, changement de ton, on va faire une traque à l'homme, on va le dessouder et on va faire la guerre en Libye, qui a des conséquences qui sont toujours pas terminées. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, si ce n'est pas la justice qui peut dire le vrai à ce sujet, les historiens, eux, ils pourront dire le vrai. Et un jour, on saura ce qui s'est passé avec la Libye, et il en est de ça comme d'autres événements, voilà, de notre histoire qui doivent être. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, et c'est la présidente de Anticor qui l'écrit dans Le Monde, qui fait une tribune dans Le Monde et qui relève de façon très juste que seule la justice peut, d'une certaine manière, bloquer le bras de l'État. C'est-à-dire que l'État, c'est quand même une puissance qui est capable... Complètement par hasard, j'ai vu ces jours-ci un documentaire que je vous recommande, parce que France 2 a fait une série de documentaires très intéressants sur des événements du XXe siècle et sur le fait que De Gaulle a voulu développer l'arme nucléaire, et pour ce faire des essais nucléaires dans le Pacifique. Eh bien, il y avait un nationaliste qui s'est opposé à ça, on l'a mis en prison. On l'a arrêté de manière complètement arbitraire pour l'empêcher de s'opposer à ces essais nucléaires. Et en fait, il a été réhabilité en 2018. C'est-à-dire que, au nom de la raison d'État, alors il y a eu le très beau documentaire aussi qui est passé sur le Rainbow Warrior. Au nom de la raison d'État, on a fait le Rainbow Warrior. Enfin, je veux dire, la raison d'État permet... je couvre, au nom de la raison d'État, on couvre beaucoup de choses. Et la justice est un moyen de poser des limites à la raison d'État. Et en l'occurrence, voilà, il n'est pas possible, il n'est pas permis de truander le suffrage universel, et en particulier l'élection présidentielle. Tout à l'heure, tu parlais du soutien, enfin tu te posais la question en fait du soutien de l'opinion, enfin des Français et des Françaises à ce jugement. Dans la dernière étude du Cevipof, il faut quand même rappeler que
75%, enfin près de 74 je crois, des Français considéraient les hommes et les femmes politiques comme corrompus. Et ben, je peux te dire que, genre, peu importe d'ailleurs ce qu'il advient de l'appel de Nicolas Sarkozy, même s'il est innocenté à la suite de cet appel, ce dont je doute, mais bon, peu importe, il est présumé innocent. Je pense que ça va avoir des conséquences effectivement sur le tous pourri. En fait, ça va accentuer en fait ce tous pourri. En revanche, il ne faut pas oublier aussi que il n'y a qu'à peine plus de 30% des Français dans ce même genre, enfin là c'est une étude de l'IFOP pour le Conseil national des barreaux, qui disent avoir confiance dans l'institution judiciaire. Ça fait partie des secteurs les plus, avec d'ailleurs la politique et le journalisme, qui sont, vis-à-vis desquels les Français sont le plus défiants. En revanche, lorsqu'il avait été demandé aux Français est-ce que vous êtes d'accord avec la condamnation de Marine Le Pen lors de sa première instance sur les assistants parlementaires européens, eh bien il y avait 3/4 des Français qui avaient dit oui. On trouve ça très bien. Y compris majoritaire dans l'électorat RN. Exactement. Et c'est là, c'est ce que j'ai écrit dans la newsletter hier, ça me paraît très important en fait de voir à quel point, à mon sens, la droite et l'extrême droite fait fausse route lorsqu'elle croit emboîter le pas à l'opinion publique en dénonçant les juges qui ont condamné Marine Le Pen ou les juges ou la justice qui a condamné Nicolas Sarkozy. Elle se dit bon bah les Français n'aiment pas les juges, tiens on va faire un peu de populisme, on va surfer sur le truc. On va surfer là-dessus et on va les dénoncer. Or, en vérité, quand tu regardes par exemple l'enquête qui avait été faite pour l'IFOP pour le Conseil national des barreaux, tu vois que ce qui revient le plus souvent, les critiques, c'est le laxisme et c'est la bureaucratie, c'est trop long, etc. Bon, trop long. J'avoue que la peine de Sarkozy, ça a quand même mis très très longtemps, tu vois, à aboutir. En par de fait 2005, on est en 2025, donc 20 ans après. Mais concernant le laxisme, on ne peut pas dire que c'est laxiste. Ni Marine Le Pen, ni pour Nicolas Sarkozy. Il y a eu une condamnation. En revanche, si jamais Marine Le Pen avait été relaxée, ou si jamais Nicolas Sarkozy avait été relaxé, alors je pense que le jugement des Français et des Françaises n'aurait pas été le même. Ils auraient dit « Ah, c'est des cols blancs. Ah bah c'est des puissants. Les puissants, de toute façon, ils sont jamais condamnés. » Parce que ça aussi, ce rapport profondément inégalitaire à l'institution judiciaire est quelque chose qui est très ancré en France. Et il y a sans arrêt des débats sur... on apprend que Monsieur Machin a volé 3 fois un pot de soupe pour ses enfants et qu'il est condamné à de la prison ferme. Et ça, les Français le voient. Et on en parle sur RMC, sur Europe 1, etc. Et les Français sont là, putain, mais il a juste volé un peu de soupe pour son fils et il est condamné à 3 mois de prison. Et il fait de la prison, lui. Et en revanche, Nicolas Sarkozy et ses 50 millions, lui, il pourrait y échapper. Et là, il y a quelque chose, c'est vrai, qui apparaît comme totalement insupportable à différents niveaux. Parce que tout le monde sait très bien. Tout à l'heure, tu as parlé de ces gens qui sont en attente soit de procès, soit en attente d'appel. Il faut savoir que pour se pourvoir en appel, pour se pourvoir en cassation, puis après pour se pourvoir éventuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme, bah il faut du fric. Parce que genre il faut les payer les avocats, et il faut avoir des bons avocats, et il faut pouvoir tenir, et il faut pouvoir imaginer que tu vas gagner, etc. Et ça, il n'y a que Nicolas Sarkozy et sa batterie d'avocats qui est capable de le faire. Lorsque tu es monsieur machin, on te condamne et tu dis bon bah voilà, je vais rentrer chez moi, ou je vais aller en prison et j'ai plus le choix. Et ça voilà, ce rapport inégalitaire à la loi, je pense que c'est quelque chose qui, grâce à ces juges politico-financiers, c'est une nouveauté, les juges du PNF. Les juges du PNF, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, ça a été mis en place sous François Hollande, sous le quinquennat François Hollande. Je pense qu'on est en train d'avancer, tu vois. Je pense qu'on est en train de se dire, ah, les cols blancs, là, on va essayer de les récupérer. Maintenant, ce serait bien aussi qu'on s'attaque aux milliardaires, aux machins, tu vois. Parce que, genre, en fait, ce qui a changé par rapport, depuis cette invention de François Hollande, c'est qu'un crime financier, ben, ça peut valoir de la prison. C'est pas uniquement des amendes et de la prison avec sursis. En fait, tu peux aller au trou parce que tu as fait une fraude fiscale. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est dans la tête des politiques, mais aussi
des milliardaires. Enfin, et ce serait bien qu'au bout d'un moment, on arrive à en choper. Là, par exemple, il y a Patrick Drahi, qui est inquiété sur diverses affaires entre la France et le Portugal, etc., qui est un homme d'affaires franco-israélien, qui possède à la fois des médias et genre plein de choses, et SFR, et qui a plein de problèmes d'argent. Et ben lui, il est pointé du doigt, enfin, il est attaqué par la justice, en fait, sur pas mal d'aspects. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer. Je pense qu'il faut bien sûr renforcer les moyens de ce PNF. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. À un moment, sur l'affaire Sarkozy, qui est quand même particulièrement complexe lorsqu'il s'agit d'aller chercher les preuves, il y avait un enquêteur. Il y avait des moments, il y a eu une année entière où il y avait un enquêteur parce qu'il ne pouvait pas en mettre plus. Et là, genre, c'est quand même pas beaucoup, une personne pour aller débrouiller toutes ces ramifications, quoi. Donc voilà, Pour conclure sur cette partie-là, en fait, ce moment est c'est un peu incertain. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que les gens sont satisfaits que la justice passe. En même temps, est-ce que ça va être, est-ce que les gens vont se dire que rien ne tient, en fait. Je pense qu'il y a aussi ce côté, tu vois, on peut truander les élections, même un président de la République peut faire ça, et personne n'a rien dit pendant si longtemps. Donc le côté fragilité des institutions et déliquescence des élites peut aussi, tout ça va travailler. Comment on va en sortir, je ne sais pas. Je pense que ça va mettre un peu de temps. Et l'année qui vient, puisqu'en fait Sarkozy va donc faire appel et sera rejugé d'ici un an, dans l'année qui vient et avec son jugement, on va voir comment est-ce que cet événement, qui est quand même un événement, tu rappelais que c'était le caractère très exceptionnel de voir un président de la République en prison, ça s'est jamais vu, quoi, de la République, hein, parce que... Même si j'aime bien rappeler que des chefs d'État depuis la première République... Oui, des chefs d'État, Par exemple, je les cite parce que j'aime bien les citer, Louis XVI, Napoléon III et Philippe Pétain. Oui, voilà. 3 chefs d'État qui ont fait un petit passage en prison. Voilà. Le 4e, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà, donc je pense que ça va travailler. Et dernier petit point, c'est que sur le plan de la stratégie de communication et d'action politique, on peut être surpris par la rapidité, la promptitude de Marine Le Pen à venir au secours de Nicolas Sarkozy, parce que je me suis dit, elle est complètement folle, elle s'associe d'une certaine manière, la peine qui la frappe à celle de Nicolas Sarkozy, alors que ce qu'elle a fait, ce qui lui est reproché n'est pas bien, mais est incommensurablement moins grave que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Et ce que je pense, c'est que là, on voit aussi qu'il y a vraiment une action délibérée, systématique de la droite et de l'extrême droite pour remettre en cause un certain nombre de piliers de la démocratie. Alors, de l'État, mais on vient de vivre une séquence contre les médias, le service public, etc. Enfin, le service public des médias contre France Inter notamment. C'est quand même, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Là, c'est la question de la justice. Je veux dire, le nombre de points très importants qui conditionnent le fait qu'on soit dans un état de droit, c'est-à-dire avec des contre-pouvoirs qui sont de réels contre-pouvoirs qui donnent du poids à la société et qui permettent de sortir d'une certaine manière d'un autoritarisme et d'un absolu de l'État. On voit que ça pilonne sévère, et ça pilonne en France, et ça pilonne pas qu'en France. Et c'est ça que fait Marine Le Pen, au risque, encore une fois, de se retrouver associée à quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas dans le cœur des Français. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de monde. Il n'y avait déjà pas beaucoup de monde pour venir défendre Marine Le Pen. Mais alors là, hier soir, j'étais sur un plateau, il y a un type qui a dit qu'il allait faire une manif pour défendre Sarkozy. Oui, je te l'ai pas dit. Et donc les autres ont dit, c'est une bonne idée parce que vous risquez. Moi, je lui ai dit que je viendrais le prendre en photo avec sa banderole parce qu'il sera tout seul. Personne ne va défendre Nicolas Sarkozy. Deuxième sujet, le camarade Lecornu. Tu le connais, toi ? Comment ? Oui, c'est ça.
Genre, on a l'impression que... Mais genre, nobody, quoi, on ne sait pas qui c'est. Plus personne n'a rien à faire de genre, la composition de notre gouvernement. Alors on est en train d'atteindre un nouveau record de moments de composition de gouvernement. C'est-à-dire que Michel Barnier, je pense, c'était lui, il avait un record, il avait mis 2 semaines à composer son gouvernement. Ben là, Sébastien Lecornu a excédé ces 2 semaines, a battu ce record de Premier ministre sans gouvernement. Il y a eu déjà des temps plus longs sans Premier ministre, mais un Premier ministre sans gouvernement, il n'a pas eu. Bon, ben, je sais pas, je vais te laisser la parole parce que tu as écrit une newsletter dessus où toi tu penses qu'il n'y a pas d'alternative à la dissolution, à la censure de Lecornu et à la dissolution. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Ben, moi, je pense que Lecornu a espéré reprendre autrement la discussion après les maladresses de François Bayrou. Il s'est fait fort de pouvoir négocier d'une part avec le Parti socialiste, d'autre part avec les syndicats qui sont toujours très fâchés par la réforme des retraites et qui n'ont pas apprécié la plaisanterie du conclave des retraites où ils se sont fait rouler dans la farine. Donc lui, il s'est dit, bon allez, je vais reprendre le truc, on va essayer de causer, puis je vais prendre le temps de parler avec tout le monde, etc. Sauf que le problème, c'est que là, ce que je vois à l'œuvre, c'est des serrages de vis qui ne cessent de s'aggraver. C'est-à-dire qu'en fait, on est devant une situation où le chemin qui était tout petit pour Lecornu n'existe plus. Alors pourquoi il n'existe plus ? Il n'existe plus à droite parce que du côté des LR, eux, ils ont l'intention de faire entendre leurs différences et dedans, ils mettent un certain nombre d'exigences comme aucune augmentation d'impôts et la remise en cause de l'AME. Ça commence à devenir la petite musique. Donc, ils veulent bien être au gouvernement, tout à fait. D'ailleurs, ils veulent même que Retailleau reste à son poste de ministre de l'Intérieur. Ça fait partie, à mon avis, des exigences pour que les LR fassent partie du socle commun, entre guillemets. Mais ils sont prêts à aucune concession. Et ils sont d'autant moins prêts à des concessions qu'ils sont poussés en ce sens par les patrons. C'est-à-dire que, déjà, on l'avait déjà dit en juin, le fait que le patronat se soit arc-bouté sur l'histoire des jours de pénibilité et qui finalement a mis fin en conclave sur les retraites puisque la CFDT était prête à aller vers un accord si sur les jours de pénibilité on atterrissait avec un accord avec le patronat qui permettait à ce que, en bon an mal an, la moitié des travailleurs puissent partir plus tôt. Le patronat a dit non. Et ça a foutu par terre le conclave sur les retraites. Et donc ça a braqué la CFDT. Et le Parti socialiste qui s'est dit par la même occasion qu'il s'était bien fait avoir. Mais le patronat est dans un niveau de radicalisation dans ses exigences et dans ses interdits qui fait que les LR sont obligés de tenir d'une certaine manière aussi cette ligne-là. Et que donc Lecornu, il n'a aucune marge de négociation. Alors que du côté des syndicats, on demande que ça lâche du lest contre le musée des horreurs pour la réforme pour l'abrogation de la réforme des retraites, et du côté de la gauche pour que, à minima, il y ait de la justice fiscale et un certain nombre d'autres points sur l'augmentation du SMIC, etc. Donc là, on est devant des forces qui se bloquent, et donc Lecornu n'a aucune place, aucun espace, et s'il n'annonce pas la composition de son gouvernement, c'est parce qu'en fait la droite demande la confirmation qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts, etc., que Retailleau sera bien ministre de l'Intérieur, et Lecornu sait bien que si c'est ça qu'il accorde, il perd la gauche. Ça c'est le premier point, mais je dirais c'est l'arrière-plan général qui montre qu'on est devant une situation de blocage total. Mais le deuxième élément qui me semble là maintenant se matérialiser, c'est que tu as l'arrière-plan, voilà, c'est la tendance lourde, il n'y a pas de marge de négociation. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, tous les partis maintenant se sont redisposés et voient l'avantage qu'ils peuvent tirer d'une dissolution.
Et donc, du coup, ils n'ont pas envie de faire des compromis. Parce que tout le monde a espéré que le RN n'allait pas censurer Bayrou parce que Marine Le Pen était inéligible et que donc elle ne serait pas députée. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Et le RN a décidé de faire de cette question son arme pour pouvoir obtenir une loi qui permette à Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle. C'est ça leur objectif principal. Donc, eux, ils veulent la dissolution pour revenir plus nombreux, pour imposer une loi qui permette à Marine Le Pen d'être candidate, sachant que c'est quand même vraiment leur carte maîtresse pour être élue. Donc ça, c'est pour le RN. Pour les LR, eux, ils se disent, s'il y a dissolution, on va se refaire la cerise. Les projections disent qu'ils gagneraient quelques dizaines de députés en plus. Quand on en est à 47 et qu'on a été plus de 300, ça fait rêver. Donc eux, ils se disent ça parce que tout le monde sait que le bloc macronien va s'écrouler. Donc eux, ils veulent en profiter pour regagner des députés. Et regagner des députés, c'est aussi se mettre en situation d'être la force, de redevenir la force, les LR, la force centrale de ce groupe traditionnel droite-centre-droit. Parce que l'enjeu... dynamique, la force dynamique, c'est voilà, qui va gagner des voix contrairement aux autres qui vont en perdre, et donc d'imposer leur candidat pour être le candidat de rassemblement de ce groupe-là pour l'élection présidentielle. Ça reste quand même leur enjeu principal de recouvrer le pouvoir et de gagner l'élection présidentielle et éventuellement de résister à la pression du RN. Donc ça c'est pour les LR. Mais du côté de la gauche, ce qui est fou, c'est qu'ils en ont aussi envie. Alors pourquoi? De façon très bizarre. Alors le Parti socialiste, lui, ce qu'il se dit, c'est l'opportunité pour récupérer des sièges, comme notamment. LR, au fond. Oui, sauf que LR, ils veulent le récupérer sur la Macronie. Exactement. Tandis que les socialistes, c'est pas sur la Macronie qu'ils pensent récupérer des sièges. Eux, les socialistes, ils pensent que l'arc de gauche qu'ils sont en train de construire, notamment pour proposer une candidature commune à l'élection présidentielle, peut permettre d'avoir une candidature commune aux élections législatives face à la France insoumise. Et que donc, dans ce cadre-là, la France insoumise serait très affaiblie. Alors les projections, c'est entre 12 et 25 sièges qui resteraient à la France insoumise. Il faut se rappeler qu'actuellement, ils sont 70 députés, la France insoumise, et ils seraient donc écroulés de 12 à 20... Enfin, ils perdraient plus de la moitié, largement plus de la moitié de leurs députés pour l'élection législative. Et donc, le Parti socialiste, dans ce cadre-là, il peut avoir de la mansuétude à l'égard de ses partenaires, du parti communiste, des Verts ou de la presse, ou de Génération, c'est-à-dire, s'il y a 40 sièges, voire un peu plus à se partager, on peut en redonner aux uns et aux autres, donc ça donne des marges de manœuvre pour conforter l'accord avec les autres. Et je pense même que le Parti socialiste est prêt à ne pas être la force ultra-hégémonique, pour pouvoir surmonter l'hégémonie de la France insoumise, donc essayer, parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas encore, d'abord ils ne sont pas unis entre eux, et ils ne se sont pas tout fait pardonner. Donc pour l'instant, Olivier Faure, il joue profil bas, il fait le jour, le profil, je suis unitaire, etc. Donc il veut bien jouer ce truc-là. Le coup d'après, on verra comment ça se passe. Parce que si la France insoumise se fait ratatiner, le Parti socialiste restera la première force donc, de ce groupe de gauche. Et l'histoire ne montre pas que dans ces circonstances-là, ils se satisfassent d'être modestes. La politique qu'il conduit quand il n'y a pas de gauche, c'est pas terrible. Donc c'est quand même très très dangereux d'avoir cette situation de préparation où on prépare le retour d'une hégémonie socialiste retrouvée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est complètement folle, c'est moi, j'avais écrit dans la newsletter, ça fait un moment qu'on sait que ça sera très très compliqué pour l'AFI dans ces circonstances et que moi je pensais que raisonnablement ils allaient se calmer quoi, parce que perdre la moitié de ses députés ça fait réfléchir, et puis surtout quand tu veux être président de la République, tu commences pas une campagne électorale en te prenant une ratatinée un an avant, enfin ça paraît bizarre comme... Que nenni. Que nenni. En fait, à l'AFI, ils sont tellement convaincus que c'est eux qui vont être au second tour face à Marine Le Pen de l'élection présidentielle, et qu'ils seront au second tour de l'élection présidentielle à condition d'être
bien alignés sur leur ligne de rupture de rupture par rapport au système d'abord, et ensuite donc conséquemment par rapport à ce que Mélenchon appelle la gauche, comme ça en se moquant, parce que là on peut lire Mélenchon, tu sais, il y a les moments où Mélenchon appelle la gauche et les moments où Mélenchon parle de la gauche. Quand Mélenchon, quand Mélenchon se parle de la gauche, on sait que c'est pas un moment très unitaire chez Mélenchon. Alors en ce moment, il est sur la gauche, comme ça, donc il a envie de se défaire des autres, et il pense même, mais c'est pas simplement qu'il en a envie, c'est qu'il pense que la condition pour gagner, c'est de ne pas avoir ses boulets aux chevilles. Donc il veut les dégager, et il ne fait... Oui, on a le droit de dire boulet, hein. Oui. On a Karine Boulet qui à chaque fois... qui n'accepte pas. Donc, il ne veut pas avoir ce poids à porter, et donc ils ne font que ça, d'insulter. Alors, ils avaient commencé par insulter les communistes, ça c'était pour la vieille histoire, puis après ils ont pris Marine Tondelier et ils l'ont laté. Alors les communistes c'était la mort et néant, Marine Tondelier c'est qu'elle est méchante et je ne sais pas quoi, et elle fait du jardinage, et maintenant Olivier Faure est un nigaud. Donc ils s'y sont tous passés les uns derrière les autres, mais je veux dire c'est une vraie stratégie de casser la tête aux autres forces de gauche qu'ils avaient trouvé si merveilleuse il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Enthousiasme que nous n'avons jamais partagé ici, donc au moins on peut être tranquille. On se demande vraiment ce qui a changé. Parce que vraiment les personnels sont différents, les dynamiques sont toujours pareilles, mais eux ils considèrent que genre tous les 6 mois ils changent d'avis. Ouais, c'est ça, c'est que d'un seul coup tout ce qui était formidable et possible avant, on pouvait s'allier avec les socialistes et faire la NUPES, puis après faire le nouveau Front Populaire. Maintenant on peut plus le faire. Donc non, nous, on a toujours trouvé que les socialistes étaient des socialistes et qu'on pouvait s'allier avec eux, mais pas se raconter que les socialistes n'étaient pas des socialistes. Voilà, c'est juste ça le truc, le point, c'est ça. Il faut être lucide sur les gens avec qui on fait alliance et ne pas leur demander de ne pas être ce qu'ils sont et de faire une alliance sans raconter des salades. Donc là, la France Insoumise pense qu'elle peut gagner et qu'elle gagnera que si elle reste dans la rudesse et la pureté de son discours. Et de fait... compte tenu de la tension qu'il y a dans le pays, l'idée que l'issue de tout ça, c'est vers une demande de rupture, n'est pas absurde, c'est pas une mauvaise analyse de la situation. Et c'est pour ça que Marine Le Pen, elle monte sur le terrain de la rupture, et que Jean-Luc Mélenchon ne lâche rien sur le terrain de la rupture. Alors, si on a un face-à-face, alors le truc c'est ça, c'est le face-à-face Mélenchon-Le Pen que... finalement, beaucoup de gens commencent à penser que c'est possible, cette affaire-là. Alors, Mélenchon, lui, pense qu'il gagne. Voilà, ça c'est là, il y a 2 points qui nous laissent très dubitatifs. C'est qu'il arrive au 2e tour, et deuxièmement, qu'il gagne contre Marine Le Pen. Alors, moi, je pense qu'il peut arriver au 2e tour. Parce que pour l'instant, la droite, pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, si c'est Retailleau le candidat de la droite, ça va faire un peu compliqué, quoi. Tu vois, bon, Édouard Philippe, il est oublié au Havre, là, je sais pas ce qui lui arrive. Et puis, Attal, il ne sait pas où il habite. Donc pour l'instant, la droite n'a pas de candidat. Donc, et la gauche. Et donc, Marine Le Pen risque d'être vraiment celle qui embarque la dynamique de droite. Et pour ce qui concerne la gauche, pour l'instant, il n'y a pas de force qui émerge. C'est le plus puissant. Incontestablement. Donc Mélenchon dit je gagnerai sur le reste de la gauche et il n'y a personne à droite, donc je serai au second tour face à Marine Le Pen. Et comme ce pays ne veut pas de l'extrême droite au pouvoir, je gagnerai l'élection présidentielle. Donc, comme je vais gagner l'élection présidentielle, je dissoudrai l'Assemblée nationale. Donc, bon, certes, on va y revenir à 12-25 ou 25 députés, mais après, ça va être la fête. Bon, alors tout ça, c'est quand même beaucoup de si qui mettent Paris en bouteille, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'on s'est toujours dit, c'est qu'en fait, si on veut faire une rupture et changer beaucoup de choses dans la politique, on ne peut pas croire qu'une seule force politique, quand bien même elle s'appellerait la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon à sa tête, y parviendra. Non, la gauche, et la gauche dans ce pays, ce n'est pas que les acteurs politiques qui sont en plus rassemblés à l'Assemblée nationale dans un petit entre-soi qui est un peu étroit. Donc la gauche, c'est beaucoup de monde, et la gauche, dans sa diversité, ce qu'elle veut, c'est qu'on s'unisse. Voilà, donc si tu veux être en lien avec la gauche, militante, syndicale,
social, politique. Tu ne peux pas te comporter comme se comporte la France insoumise avec le reste de la gauche. Ce n'est pas possible. Sur ce, on va passer au troisième point rapidement. Ah bon, t'as rien à dire, toi? Non, mais genre, t'as tout dit. Je veux dire, genre, tu as tout déployé, qu'est-ce que je rajoute? D'accord. Bon, alors, c'est toi, tu fais le troisième point. Allez. Non, mais sur la question de la Palestine, en plus, c'est un point quand même qui est très important. Donc, lundi soir, Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine au nom de la France. C'est une étape quand même... C'est une étape importante, parce que c'est l'aboutissement d'un combat. Là, je parle à l'intérieur de la France, dans les dynamiques, en fait, en faveur de la dignité du peuple palestinien. Il y avait comme demande quasi première la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Ça a pris énormément de temps. Je rappelle que nous sommes autour du 150e État dans le monde à avoir reconnu l'État de Palestine. Donc contrairement à ce que racontait il y a encore quelques semaines ou mois le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, vraiment c'est exceptionnel, genre c'est incroyable, on a l'impression qu'on était le premier pays à reconnaître l'État de Palestine, n'importe quoi, enfin genre on est très loin, voilà. Même dans le monde occidental. Hein. Même dans le monde occidental, exactement. Donc il y a eu cette reconnaissance. La question c'est une étape. On peut même dire que c'est un nouveau commencement, mais le nouveau commencement de quoi? Puisque aujourd'hui on connaît la situation de la Palestine qui est genre à la fois colonisée, génocidée, massacrée. Genre ils ont déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup la main sur leurs infrastructures. Là il n'y a plus rien. Enfin donc à la fois dans le territoire de Gaza, où là il y a le génocide avéré est en cours, et en Cisjordanie, où les colons continuent d'avancer semaine après semaine sur les territoires. Ils continuent à prendre possession petit à petit des immeubles qui étaient habités par des Palestiniens, et ils les chassent. Les droits des Cisjordaniens sont de plus en plus diminués, alors que déjà c'était pas grand-chose. Enfin, donc la question c'est à quoi ça va servir? À quoi va servir cette reconnaissance de l'État palestinien? Ce qui est appelé par les mouvements qui se battent pour la dignité du peuple palestinien, ce sont des sanctions à l'égard d'Israël. Des sanctions économiques dures qui doivent ressembler à celles qui ont frappé la Russie lorsqu'elle a envahi l'Ukraine, qui pour l'instant, alors on commence à en parler dans le monde occidental, ça commence, il se pose parfois la question au niveau de la Commission européenne, on voit Ursula von der Leyen qui dit un demi-mot sur le sujet, etc. Mais pour l'instant, il n'y en a jamais véritablement eu. Il y a la question du boycott aussi d'Israël à plusieurs niveaux. Il y a au niveau économique, mais aussi au niveau culturel, universitaire, etc. Enfin, ça, c'est porté par le BDS. Voilà. En fait, il y a tout un arsenal en fait, qui est à la disposition de l'État français, de la présidence de la République notamment, qui pourrait actionner aussi parce qu'il a reconnu l'État de Palestine et pour, dans une certaine mesure, défendre la possibilité de renaissance ou de naissance de cet État palestinien qui, pour l'instant, moi, ce dont j'ai peur, pour le dire encore plus simplement, c'est que ça ne soit qu'une action symbolique, la reconnaissance de cet État. Et je sais que c'est pas du tout obligé d'être le cas. Enfin, je veux dire, ça peut être plus que ça. Ça peut être plus qu'une reconnaissance symbolique, mais j'ai un peu peur que ça soit juste pour se laver les mains et dire bon bah voilà c'est bon, hein, je l'ai reconnu, maintenant c'est bon, arrêtez de me faire chier et je vais aller serrer la papate à Benjamin Netanyahou. Voilà, je sais pas comment te dire, j'ai pas envie que ce soit ça et en même temps j'ai peur que ça soit ça. Alors moi je suis à peu près pas d'accord avec ça. Parce que je pense qu'en l'occurrence, ce qui est tout à fait fondamental, c'est que soit maintenue l'idée qu'il peut y avoir un État palestinien. Et qu'en faisant ce geste,
en faisant avec le Royaume-Uni, avec le Canada, avec de nombreux autres pays européens en même temps, ils ont dit ça reste notre horizon. L'horizon, ça reste, et j'ai trouvé bien le discours d'Emmanuel Macron, notamment pour cette raison, c'est qu'il la réancre dans la promesse initiale, qui était qu'il y aurait 2 États. C'est ça qu'il rappelle. Il rappelle qu'en 46, 47, c'était ça qui avait été décidé par l'Organisation des Nations Unies, et que ça, plus personne n'en parlait, que c'était en train de disparaître complètement de la scène, et que donc en faisant ce geste, ils redisent c'est ça notre perspective. Donc le symbolique en l'occurrence, c'est permettre de maintenir l'idée que c'est ça la solution et qu'il n'y en aura pas d'autre. Il y a une solution, c'est les 2 États, et que c'est celle-là qui doit guider la réflexion internationale et l'action pour résoudre la guerre et permettre aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre en paix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il a dite aussi, que j'ai trouvé assez importante, c'est il a cité Darwish, le poète palestinien, et il a dit en fait, c'est un peuple qui ne renonce jamais. Et j'entendais qui c'était Sambar, qui était donc Elias Sambar, qui traduit Darwish et qui disait un peuple ça ne meurt pas. Et je trouve que ces phrases-là, tu vois, elles résonnent dans ce qui se passe aussi, c'est-à-dire que c'est épouvantable ce qui se passe, mais vraiment, enfin, je veux dire, il n'y a pas lieu de discuter sur l'horreur absolue qui se passe à Gaza. Le peuple palestinien ne va pas disparaître. Il y a une action génocidaire, mais les Palestiniens, ils existent, ils ont une culture extrêmement ancienne, ils ont des poètes, ils ont une littérature, ils ont une architecture, ils ont une histoire de l'agriculture, ils ont fait des villes, ils ne vont pas disparaître. Et Emmanuel Macron, c'est ça qu'il a redit aussi à l'Assemblée, à la tribune des Nations Unies. Et donc, redire cela, on en avait parlé à propos de l'exposition qui avait eu lieu à l'Institut du monde arabe cet hiver. Palestine, 5000 ans d'histoire, qui est toujours d'ailleurs... Elle est toujours en cours. Toujours à l'Institut du monde arabe jusqu'à la fin du mois de novembre, voire début décembre. Voilà, et qui rappelle cette histoire très profonde, et notamment l'histoire urbaine de Gaza. C'est-à-dire qu'il raconte ce que c'est que Gaza, comment c'est construit comme ville, et que c'est une ville très très ancienne, pluriséculaire. Et donc, j'ai perdu le fil de ma pensée... non, mais ce que je veux dire, c'est que, ils doivent avoir un État, donc ils doivent avoir une terre, mais le peuple, il est là et il ne disparaîtra pas. Et si tu veux, ça ne veut pas dire, ça ne s'oppose évidemment pas à ce que tu viens de dire sur les sanctions qui doivent être, toutes les actions qui doivent être prises d'une façon générale, dont les sanctions pour mettre un terme à l'ignominie en cours génocidaire, d'affamer les gens comme arme de guerre, etc. Ça ne se discute pas, il faut le faire. Mais ce que ça réaffirme, c'est voilà, il n'y a pas d'autre solution que cette solution politique à 2 États. Et franchement, il y a 4 ans, ça avait disparu. L'autre jour, on a eu une discussion un peu vive ici entre nous à Regard sur, au fond, quelle était la place du 7 octobre dans cette affaire. C'est-à-dire, en fait, ce que d'ailleurs j'avais aussi écrit dans une newsletter après la déclaration, la reconnaissance par Macron, c'est que on était dans un moment où de grands pays arabes étaient en train de s'asseoir sur ce qui était traditionnel, c'est-à-dire l'exigence que les Palestiniens aient un État et donc un territoire viable, et ils étaient en train de passer des accords, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, qui ont été portés par Donald Trump dans son premier mandat, et qui étaient en train d'être avalisés, notamment alors qu'il avait été par le Maroc, mais qui étaient en train d'advenir avec notamment l'Arabie Saoudite, qui s'apprêtait à le signer. Et ce qui s'est passé à partir de ce moment, je ne valide pas l'action du Hamas parce qu'on ne peut pas accepter ce qu'ils ont fait en tant qu'action criminelle à l'égard des populations israéliennes, mais ils ont redonné une énergie pour empêcher que cette question disparaisse et que l'Arabie Saoudite, par exemple, signe avec Israël les accords d'Abraham. Et
en l'occurrence, ça a réveillé les peuples du monde arabe et musulman, mais pas seulement. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, lundi, vous avez vu que c'était des centaines de milliers de manifestants et des grèves en Italie. C'est-à-dire que c'est un mouvement extrêmement fort qui s'est produit en Italie. Vous avez vu que la Vuelta en Espagne n'a pas pu se terminer, c'est l'équivalent du Tour d'Espagne en vélo, parce qu'il y a eu des centaines de milliers de manifestants et sans arrêt des manifestations sur la Vuelta pour soutenir le peuple palestinien, qu'on a eu la même chose en Angleterre, qu'on a eu la même chose en Allemagne, on a eu à La Haye. Ça a été vraiment des manifestations extrêmement puissantes, y compris en Europe, et qui ont conduit aux décisions qui ont été prises et aux discours qui ont eu lieu voilà. Alors après, vous achèterez le numéro de Regard pour savoir pourquoi est-ce qu'en France, on ne peut pas en dire autant. Parce que c'est quand même un truc un peu zarbi, cette histoire que la France, qui a toujours, sur le plan plan de l'État, pas toujours, mais dans lequel il y a une grosse tradition de soutien à la solution palestinienne depuis De Gaulle, Chirac, Mitterrand. L'OLP a dû, et Arafat a eu la vie sauve grâce à l'intervention de François Mitterrand. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas eu cette mobilisation? Pour moi, ça restera dans les choses dont il faudra se parler. C'est pas possible que cette situation ne soit pas abordée, qu'on ne comprenne pas pourquoi est-ce que c'est resté quelque chose de très minoritaire, très faible en fait, en nombre de gens mobilisés, alors que je pense que on est très 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 nombreux à ne pas être d'accord et à vouloir soutenir les Palestiniens. Peut-être pour conclure et réaffirmer mon désaccord avec ce que tu dis, c'est que je comprends comment tu essayes d'inscrire en fait cette reconnaissance de l'État de Palestine dans dire voilà, ça nous redonne un horizon. Si je puis me permettre, ça nous réunifie aussi, si ça nous redonne un horizon commun. Il s'avère que la solution à deux États a toujours été la position officielle de la France, y compris dans les périodes où elle était le plus proche de la politique de Benjamin Netanyahou. Ça a toujours été ça. La question, c'est lorsque Nicolas Sarkozy, par exemple, ou François Hollande parlaient de la solution à deux États, parce qu'ils en parlaient, ils le disaient, c'est ça la position officielle de la France, ils n'en dérogeaient pas. Qu'est-ce qu'ils mettaient en place, en fait, pour mener à bien ce qui n'était que des paroles? Eh bien, là, j'ai un peu peur que Emmanuel Macron se dise « je vais rentrer dans l'histoire comme étant le chef d'État français qui a reconnu l'État de Palestine ». Mais derrière, si c'est pour rester dans une inaction, d'une lâcheté pas possible vis-à-vis du génocide qui est en cours et de la colonisation qui continue d'avancer en Cisjordanie, je me demande à quoi ça aura servi. Ce que je veux dire, c'est que la politique à la fois de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et d'Emmanuel Macron, vis-à-vis de la Palestine, ils disaient déjà des choses. Je dis pas que c'était parfait, mais ils parlaient de la solution à deux États. Mais ils n'ont jamais rien mis en forme. Je te parle d'avant le 7 octobre. Ils n'ont jamais rien fait pour que cette solution advienne véritablement. Pourquoi est-ce qu'il en serait différemment aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui reconnaît l'État de Palestine? Parce qu'il y a des millions de gens qui manifestent. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est quand même pas totalement négligeable. Et deux, réaffirmer une solution quand plus personne n'en parle, quand elle a disparu des radars, c'est pas la même chose. C'est-à-dire quand, tu vois, quand ce n'est pas un enjeu politique de premier plan, là, le gouvernement israélien officiellement dit il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'État palestinien. Macron dit il y aura un État palestinien. C'est quand même pas rien quand c'est un espèce... il n'y a pas. C'est ce qu'il dit. Il reconnaît l'État de Palestine. Oui, enfin, c'est...
Non, mais la question, moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre, par exemple, pour aider à la création, mais ça ne s'oppose pas. Voilà. Ce que je veux juste dire, c'est que je pense que c'est fondamental de faire cet acte politique. Ça ne s'oppose pas à l'exigence, par exemple, qui défendent la flottille qui est en ce moment attaquée par l'armée israélienne alors qu'elle essaie d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Ça ne suppose pas de ne pas prendre de mesures contre les échanges commerciaux avec Israël, etc., etc. Il y a des tas de choses qu'on peut exiger, et même d'une manière qu'on peut aussi exiger au nom de la déclaration qu'il a faite lundi dernier. Mais néanmoins, il ancre quelque chose. Bon, écoutez, c'est quand même pas si souvent qu'on aura dit du bien de Macron. Moi, j'en aurais dit à propos de la guerre d'Algérie, à peu près, et de ça. On continuera de se mobiliser, de dire tout ce qu'on peut pour que précisément soient mis en adéquation les mots d'Emmanuel Macron à cette tribune de l'ONU et ses actions en tant que chef de l'État. Sur ce, à la semaine prochaine.